On va donner la parole à mon ami Nicolas Ayache, qui est professeur au Collège de France, qui est notre maître à tout ce qui est vraiment le grand expert de la modélisation du corps humain et de la modélisation. On a la chance de l'avoir et je lui donne la parole pour le patient numérique personnalisé, car c'est bien le problème personnalisé. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette invitation. Je suis vraiment très honoré de m'adresser à vous dans ce temple de la chirurgie. C'est un très grand plaisir, un grand honneur. Alors moi, je suis pas chirurgien, je suis ingénieur de formation et je dirige une équipe de recherche à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Et notre laboratoire est à l'INRIA Sophia Antipolis, près de Nice. Alors, on a un certain nombre de relations contractuelles avec des industriels que j'indique ici. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant la définition de ce qu'on appelle le patient numérique personnalisé avec ce rectangle rouge au milieu qui décrit des modèles numériques du corps humain. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'algorithmes et de données qui permettent de simuler l'anatomie et la physiologie du corps humain. Alors, ces algorithmes, ils s'appuient sur des modèles. Ces modèles, ils sont informatiques, mathématiques, ils viennent de la médecine, de la biologie, de la physique, de la chimie. Et ils décrivent donc les tissus, les organes, les systèmes d'organes à différentes échelles. Alors, ces modèles, ils sont génériques, un peu comme le modèle que tu nous as présenté tout à l'heure. Il s'agit d'un modèle moyen qui va décrire l'anatomie et la physiologie. Et si on veut les rendre spécifiques à un patient singulier, eh bien, il faut confronter le modèle avec des images et des mesures qui sont acquises sur ce patient. Et cette confrontation, elle permet d'ajuster les paramètres du modèle pour qu'il décrive maintenant un patient singulier. Donc c'est cette étape qu'on appelle la personnalisation. Et une fois qu'on a un modèle personnalisé, on peut utiliser ces paramètres pour mieux interpréter les images, mieux comprendre la condition du patient. Donc c'est ce qu'on appelle l'aide au diagnostic par ordinateur. On peut aussi utiliser le modèle personnalisé pour simuler une évolution, c'est l'aide au pronostic, ou pour planifier, simuler, contrôler une intervention, c'est l'aide à la thérapie. Et si vous voulez, l'aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapie, c'est les trois piliers de la médecine numérique du XXIe siècle. Alors, c'est très bien illustré par la salle d'intervention du futur de l'IHU de Strasbourg, donc dirigée par Jacques Maresco, et qui sera illustré par les présentations de Luc Solaire et Stéphane Cotin après moi. On a des images préopératoires qui permettent de construire ce modèle numérique personnalisé du patient. On peut ensuite planifier et simuler une intervention avec des outils de réalité virtuelle. Et puis ensuite, au moment de l'intervention, eh bien, on peut utiliser de l'imagerie péropératoire pour, avec des outils de réalité augmentée, rendre le patient virtuellement transparent en temps réel, par exemple pour guider l'insertion de trocars. Et puis pendant l'intervention elle-même, pour révéler des structures encore invisibles, l'étendue d'une lésion, des structures vasculaires qui sont sous les tissus qu'on va ouvrir. Alors moi, je vais vous présenter quelques exemples qui sont tirés des recherches que nous menons en collaboration avec des partenaires cliniques et industriels. Et ce que je voudrais vous indiquer, c'est en fait la progression qu'il y a dans la complexité des modèles que doivent utiliser les algorithmes. On part de modèles qui sont géométriques, statistiques, sémantiques pour décrire l'anatomie computationnelle. Et puis on doit rajouter des modèles qui sont biologiques, physico-chimiques, pour décrire le fonctionnement des organes ou l'évolution d'une pathologie. Et donc j'ai choisi quatre exemples pour illustrer cette progression dans la construction de ces algorithmes. Alors, un premier exemple, c'était une collaboration avec l'IHU de la Pitié-Salpêtrière, les équipes de Jérôme Yelnik, Yves Agide, neurochirurgie guidée par l'image. On avait construit exactement comme ce que nous a montré Jean-François,
à partir d'un cadavre, un atlas moyen des noyaux gris centraux, repérés dans des images IRM post-mortem de très haute résolution. Et on a développé les algorithmes de recalage automatique pour superposer ces noyaux gris centraux ensuite sur les images des patients parkinsoniens sur lesquels il faut insérer des électrodes d'électrostimulation. Et donc ça permet de guider l'insertion de ces électrodes. Alors les travaux qu'on mène actuellement avec l'Institut universitaire de la fascie du cou et à Nice et avec l'entreprise Oticon, on va une étape plus loin. On a développé un modèle paramétrique de la cochlée, un modèle avec 22 paramètres, et on a fait une analyse statistique sur plus de 1000 images de cochlée, des images scanners, et donc on a obtenu la distribution, la variabilité statistique, si vous voulez, de ces paramètres. Et on peut utiliser cette information pour guider de façon très robuste et précise ensuite le recalage de cette cochlée 3D dans les images d'un nouveau patient. Et ça permet aux chirurgiens de savoir où se trouve exactement la rampe tympanique et donc de guider l'insertion de l'électrode et de savoir en post-opératoire, sur les images post-opératoires, où se trouve exactement l'électrode dans la cochlée du patient. Alors, un troisième exemple en anatomie computationnelle, eh bien, c'est les travaux que nous avons menés avec l'entreprise Monaclea Technologies, qui est à Paris, qui a développé le Cellvisio. C'est un appareil qui permet d'insérer un taureau de fibre optique dans le canal opérateur d'un endoscope, et dès qu'on est au contact des tissus, d'avoir une image avec une résolution du micron des tissus, et donc d'avoir l'architecture cellulaire. On a de véritables biopsies optiques, on n'a pas besoin de retirer un morceau de tissu. Alors, on a des images absolument extraordinaires. Juste celle du pancréas, par exemple, il s'agit d'un kyste bénin du pancréas. Et ce qui est caractéristique, et ce qui caractérise la bénignité de ce kyste, c'est le fait qu'on voit la circulation des globules rouges dans des micro-vaisseaux qui sont à peine plus larges que des vaisseaux qui font une dizaine de microns. Alors, avec cet outil, on peut mesurer, on peut détecter un cancer, mesurer sa progression. Alors, dans la ligne du haut, tout ça c'est dans l'œsophage. On a un épithélium normal et une métaplasie gastrique. Donc là, tout va bien. Dans la ligne du bas, eh bien, on a une métaplasie intestinale. On reconnaît les cellules caliciformes caractéristiques de ce type de métaplasie. Une dysplasie, un cancer. Et donc, ces images, elles sont assez difficiles à interpréter pour un gastro-entérologue ou pour un chirurgien qui va vouloir retrouver les meilleures marges de résection, par exemple. Et ce qu'on a développé avec l'entreprise, c'est le concept de Smart Atlas en anglais, donc Atlas intelligent, à partir d'une grande base de données d'images préalablement interprétées par des experts et qu'on a stocké en mémoire. On a développé des logiciels qui permettent, lorsqu'on a une nouvelle image à interpréter, d'automatiquement aller chercher dans la base de données les images les plus proches, les plus similaires visuellement, avec leur interprétation. Et donc, par exemple, pour cette image, eh bien, le Smart Atlas va nous proposer un kyste bénin, un polype bénin du côlon, et en nous donnant en plus une description des cryptes qui sont rondes et régulières et des cellules caliciformes qui sont normales. Donc ça fournit véritablement une aide à l'interprétation et ça permet de transporter finalement l'expertise de l'anatomopathologiste vers d'autres spécialités, par exemple le chirurgien digestif ou gastro-entérologue. Alors ces premiers exemples, ils faisaient essentiellement appel à des modèles géométriques, statistiques, sémantiques de l'anatomie. Donc maintenant, pour décrire l'évolution d'une tumeur, par exemple, ou le fonctionnement du cœur, il faut introduire des modèles au-dessus de ces modèles géométriques, des modèles biologiques et physico-chimiques. Alors, j'ai juste deux exemples. On a développé avec l'école de médecine de Harvard, par exemple, des modèles de croissance de gliome, donc des tumeurs cérébrales. Et on a un modèle, donc là c'est une équation, on a des équations plus ou moins compliquées, mais c'est des équations qu'on appelle de réaction-diffusion, qui décrivent à la fois la prolifération des cellules et leur migration. Et ce qui est intéressant, c'est que la migration, on sait qu'elle est privilégiée le long des fibres de matière blanche, et c'est une information dont on dispose grâce à l'IRM de diffusion du patient. Donc on peut personnaliser ces modèles pour décrire l'évolution de la tumeur
est plus intéressant aussi pour décrire l'infiltration au-delà de la frontière visible dans l'IRM. Alors ensuite, on peut coupler ce modèle physiopathologique avec un modèle biophysique de radiothérapie qui va décrire combien de cellules tumorales survivent en fonction de l'irradiation. Et on peut ainsi optimiser globalement la dosimétrie et passer d'un protocole de dosimétrie standard où on a une marge constante autour de la frontière visible de la tumeur à des marges beaucoup plus précises et qui vont mieux prendre en compte l'infiltration de la tumeur. Alors, même concept, dans le cadre de tumeurs hépatiques, une collaboration avec l'IHU de Strasbourg, le Johns Hopkins et Siemens à Princeton. Donc, il s'agit de thermoablation de tumeurs hépatiques. Et on commence par construire un modèle géométrique du système vasculaire du patient avec des images préopératoires. On recale ce système vasculaire donc très complexe et spécifique à chaque patient grâce à des images péropératoires. Et ensuite, on rajoute un modèle biophysique qui va simuler le flux sanguin, ce sont les équations de Navier-Stokes, qui va ensuite décrire le transport thermique de la chaleur autour de la sonde d'ablation radiofréquence, et puis également la nécrose des cellules lorsqu'elles sont exposées à une température élevée pendant une durée suffisante. Alors on voit ici une telle simulation. Donc on va voir sur la gauche la température évoluer autour de la sonde, qui est la petite boule bleue, et à droite on va voir la simulation de la nécrose. Alors il faut que la température soit suffisamment élevée pendant un temps suffisant pour que les cellules se nécrosent, et c'est la zone rouge qu'on voit ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette zone de nécrose est très anisotrope. Elle dépend du système vasculaire et des flux thermiques qui sont transportés par les flux sanguins. Alors on voit ici la vérification sur un certain nombre de patients de la bonne correspondance entre la lésion simulée et la lésion réelle. Donc ça, c'est un outil qui permet d'optimiser a priori la position de la sonde d'ablation radiofréquence et les paramètres de chauffage. Alors le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est les travaux que nous avons menés sur le cœur numérique. D'abord avec le King's College à Londres et puis plus récemment avec l'IHU de Bordeaux. Et on cherche à construire un modèle numérique personnalisé du patient à partir d'images du cœur, des images IRM, et puis également à partir de signaux d'électrophysiologie. Alors, on a montré que la composante électrique du modèle, qui s'appuie sur un modèle géométrique du cœur du patient, qui prend en compte les cicatrices qui sont révélées avec du produit de contraste dans l'IRM, et qui prend en compte la direction des fibres cardiaques également, et bien ce modèle électrique il permet de reproduire les courants de réentrée qui sont susceptibles de provoquer une tachycardie, voire une fibrillation cardiaque, donc c'est la mort subite. Et donc de désigner de manière automatique, on les voit en rouge ici, des cibles privilégiées pour l'ablation radiofréquence. Et la composante mécanique du modèle électromécanique, elle permet de reproduire le mouvement du cœur, ici une insuffisance cardiaque, qu'on peut quantifier avec les paramètres du modèle électromécanique. Et plus intéressant encore, on peut utiliser le modèle personnalisé pour simuler une resynchronisation cardiaque, donc l'implantation d'un pacemaker, la resynchronisation cardiaque et prédire quelle va être l'amélioration de la fonction cardiaque pour cette patiente. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ces modèles numériques du patient? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est les utiliser pour simuler des images, donc faire des images de synthèse, en faisant jouer les paramètres de ces modèles de patients numériques. Alors, par exemple, sur le cœur, on peut introduire artificiellement des zones infarcibles. On va modifier les paramètres de conductivité électrique, les paramètres de contractilité. Et puis, on va disposer d'une grande base de données d'images avec des paramètres. Et on peut ensuite utiliser les outils d'apprentissage automatique, le deep learning, pour apprendre à reconnaître automatiquement la localisation d'un infarctus à partir d'images cardiaques. Alors, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le cadre d'un projet ERC.
Et là, vous avez deux séquences d'images IRM du cœur, une vraie et une simulée. Donc la vraie, elle est en haut, il n'y a pas de modèle, c'est un vrai patient. Et en bas, en fait, c'est une modification de la séquence précédente qui oblige les images à s'ajuster à un modèle biophysique dans lequel on fait varier les paramètres. Et là, par exemple, on a introduit une zone ischémique qui modifie localement un petit peu le mouvement du cœur. Et on a des premiers résultats qui montrent qu'on peut vraiment utiliser ces bases de données pour de l'apprentissage automatique. C'est d'ailleurs la stratégie qu'avait adoptée Microsoft pour la mise au point de la console de jeu Kinect. À partir d'un modèle virtuel humanoïde, ils avaient généré des millions d'images de joueurs en face des caméras pour apprendre à reconnaître automatiquement la position du joueur. Et c'est ce qui permet, par exemple, à la start-up de notre équipe Therapixel de proposer la manipulation d'images sans contact au bloc opératoire avec simplement les gestes du chirurgien ou du radiologue interventionnel. Donc pour conclure, ce patient numérique personnalisé, c'est un domaine qui est en plein essor, qui est porté par les progrès de l'imagerie, par les progrès de la modélisation mathématique, biologique du vivant, et par les progrès de ce qu'on appelle en anglais data science, la science des données. Et c'est vraiment ici, non pas pour remplacer en quoi que ce soit le médecin ou le chirurgien, mais vraiment pour apporter une aide nouvelle et accompagner une médecine qui est de plus en plus personnalisée, préventive et prédictive. Et bien sûr, le but, c'est de mieux soigner le patient, non pas le patient numérique, mais le patient réel. Donc, je voulais remercier notre équipe, là, lors d'une retraite scientifique à la neige, notamment les chercheurs les plus confirmés dont les noms apparaissent en rouge, et puis bien sûr tous nos partenaires et collaborateurs académiques, cliniques et industriels. Je vous remercie. Merci beaucoup, François Richard. Non, c'est extraordinaire. J'avais deux questions à vous poser. L'une à propos de ce que vous avez montré sur le traitement des lésions hépatiques avec l'intégration du flux, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, au départ, quand on faisait des techniques comme ça, moi je suis urologue, c'est ça dans le prostate, on disait ça va bouger partout pareil. Est-ce que vous avez des moyens pour, grâce à toutes ces techniques informatiques, apprécier le résultat sur le plan de la tumeur elle-même? Parce qu'on sait qu'actuellement la radiologie a des grosses difficultés sur les marges. Est-ce qu'elles ont été traitées ou est-ce qu'elles n'ont pas été traitées? Ça, c'était ma première question, mais je voulais la deuxième après. D'accord. Donc là, en fait, dans l'IRM, on voit en IRM post-op les marges de la nécrose. Et donc, on peut vérifier que ces marges de la nécrose correspondent à la frontière visible de la tumeur. Alors, bien sûr, c'est une frontière visible à une échelle macroscopique. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez aller plus fin? Alors, pour aller plus fin, il faut utiliser le Salvisio. Il faut utiliser... et donc, il y a par exemple des projets à l'IHU de Strasbourg et dans d'autres endroits aussi, où on utilise ce Salvisio pour venir contrôler les marges de réception et éventuellement les corriger. Oui, mais le Salvisio, si j'ai bien compris, il peut être mis en branle, si j'ose dire, dans les endoscopies des organes creux, mais par contre dans les organes pleins, oui. On ne peut pas les voir. Oui, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a des outils qui permettent de... Avec la partie chimique ou physique. Par exemple, en neurochirurgie, il y a des outils qui permettent de l'utiliser, et également en chirurgie digestive, il y a un embout spécial qui permet, au bout d'une aiguille, de l'insérer dans un organe plein. Et alors la deuxième question, sur le plan pratique, courant, parce que l'idée en effet, devant un patient donné, on le passe, on personnalise le logiciel et puis on veut s'entraîner la veille de l'opération à partir de ça. Vous pensez que ça va pouvoir être opérationnel de façon courante dans combien de temps? On sait que ça se fait déjà ponctuellement dans certains endroits, mais c'est quelque chose qui pourrait être généralisé quand? Parce que derrière la question, il y a le fait, on est en pleine réforme
de l'enseignement de la chirurgie, Oui. avec les plateformes de simulation pour l'apprentissage. C'est quelque chose de très important, car si c'est dans 2 ans ou si c'est dans 10 ans, c'est pas tout à fait la même chose dans la réactivité qu'on peut avoir. Oui, vous avez tout à fait raison, ça prend un certain temps. Il y a déjà un certain nombre d'endroits où l'apprentissage se fait avec des outils de réalité virtuelle, et je pense que Stéphane Cotin va nous en parler dans la prochaine intervention. Et il y a déjà un certain nombre d'industriels qui proposent des outils de simulation d'intervention. Ça va prendre encore quelques années pour se déployer à grande échelle, mais disons que c'est l'affaire, je pense, de quelques années. D'autres questions? Oui, vos sondes qui vont jusqu'au micron, les sondes qui vont jusqu'au micron, je suis un petit peu étonné que vous laissiez aux chirurgiens le diagnostic. La NAPAT ne pourrait pas être juste à côté ou dans son service, parce que là, je crois que c'est une autre compétence. Alors je sais qu'aux États-Unis, par exemple, pour la chirurgie du reflux gastrique, les sondes sont utilisées directement par le chirurgien parce qu'il y a eu une phase d'apprentissage et à partir du moment où il découvre une métaplasie intestinale, par exemple, c'est une procédure différente de s'il ne la trouve pas. En revanche, il y a eu tout un projet qui a été mené pour garder l'anatomopathologie dans la boucle, en transmettant simplement les images à un groupe d'experts, c'est le projet Percé, et permettre en temps réel finalement de donner un avis d'experts. Ouais. Absolument. Vous avez également un petit peu répondu, puisque vous avez dit qu'on peut aussi avoir des logiciels qui lisent les labs. Vous avez montré de très jolies photos, donc Mais qui les ne prennent pas la sont... décision, Non, voilà, non, mais c'est l'intermédiaire. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça. Les anapathes sont même un peu angoissés sur la lecture automatisée des chiffres. Donc, Pour répondre à la question, dans les spécialités où on fait beaucoup d'endoscopie et où on a un peu cette expérience, mais grossière par rapport aux détails de ce qu'on voit là, et avec l'aide de l'automatisation sur des bases de données, on peut se poser pour certaines pathologies la nécessité de savoir si justement les chirurgiens ne pourront pas le faire automatiquement, parce que et ça repose le problème de tout un métier qui est celui de la pâte. C'est vrai, c'est une question. Donc, vous faites de très belles modélisations d'organes. C'est que maintenant, dans le but de reconstruire des organes, on a besoin de modélisation tissulaire avec les flux. Donc, jusqu'où vous pouvez descendre pour l'instant? Voilà, je pense du lobule hépatique. Donc oui, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous êtes capable de modéliser Oui. un lobule hépatique vivant, avec la circulation sanguine, le flux biliaire? Alors, personnellement, non, mais je pense qu'il y a des équipes spécialisées, peut-être que Luc Solaire nous en parlera, qui ont regardé ces aspects à différentes échelles. Et je sais qu'il y a déjà des travaux très avancés sur le foie virtuel, le rein virtuel, le cerveau virtuel. Alors, en fait, à l'INRIA, il y a l'équipe de Dirk Rasdo, qui travaille notamment avec Leipzig, qui a développé justement cette modélisation numérique au niveau du lobule, qui allait très loin d'ailleurs dans ses simulations, puisqu'il a même démontré la capacité reproductive du foie qui varie en fonction de la pression qui est exercée sur les cellules. Donc on voit que la modélisation va très loin. La difficulté qui reste encore présente aujourd'hui, c'est que cette échelle microscopique n'est pas encore reliée à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'on a la vision 3D à l'échelle macroscopique, on a cette modélisation à petite échelle dans une zone très réduite, mais la liaison entre les deux mondes reste encore difficile à faire, mais on voit bien qu'en effet la modélisation intervient aujourd'hui à tous les niveaux. Je posais la question parce que mon travail avec Dirk, justement, là-dessus, et je voulais savoir si vous l'avez un petit peu plus à lui dire. Vous n'avez rien caché. On va continuer, donc merci beaucoup Nicolas.